Bonjour et bienvenue sur ce plateau de KTO pour la reprise de notre émission Face aux chrétiens, organisée en partenariat avec La Croix, avec Radio Notre-Dame, avec le réseau des radios RCF. Et nous accueillons aujourd'hui Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. C'est elle qui a conduit la réforme des retraites, en appliquant d'ailleurs la méthode Hollande. On passe doucement, on réforme sans casser. Pour l'instant, ça passe. La France n'est pas en vent debout. Il y a beaucoup de mécontents, mais on va en parler. Marisol Touraine, bonjour. Bonjour Dominique Alors Verbeau. dites-moi, vous êtes au four et au moulin là. À peine la réforme des retraites dont on va longuement parler terminée, vous allez avoir plusieurs dossiers sur la planche. La réforme, il s'agit soi-disant de redéfinir une stratégie générale de la santé. Il va y avoir la PMA peut-être. Il y aura peut-être aussi, et sûrement, puisque c'est annoncé, la fin de vie, un dossier avec des états généraux. Alors, beaucoup de choses sur beaucoup de travail, disons. Beaucoup de sujets, vous avez raison. Le ministère des Affaires sociales et de la Santé est un ministère qui doit assumer de prendre à bras-le-corps des questions qui concernent la vie quotidienne des Français. Au fond, c'est aussi pour cela que c'est un très beau ministère, parce que, bien sûr, il s'agit de parler de l'équilibre de la sécurité sociale, il s'agit de réfléchir à l'avenir de notre modèle social, mais c'est aussi au quotidien ce qui concerne les Français. La vie des familles, la santé, l'hôpital, la retraite, tout ça, c'est des chiffres, mais c'est aussi très concrètement la vie de chacun. Alors vous allez être interrogé par Bernard Gors de La Croix. Bonjour. Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Bonjour. Et Romain Mazneau de RCF. Bonjour. Mais on ne peut pas commencer cette émission d'actualité sans parler bien évidemment du dossier syrien. Et on a bien compris que le président de la République, que le gouvernement se faisait un devoir moral, je dis bien un devoir moral, de ne pas laisser impunis les frappes, en tout cas le gazage, les attaques au gaz toxique de Bachar el-Assad. Là, il y a le devoir moral. Mais on est aussi en politique. Est-ce que vous pensez possible de passer en dehors du Parlement? Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité aussi politique d'avoir le feu vert du Parlement? La question, elle est de savoir comment nous réagissons face au massacre, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, aux massacres qui se sont produits en Syrie. Ne pas agir, c'est laisser faire. Voulons-nous accepter que de tels massacres puissent se reproduire et laisser la possibilité demain à d'autres, peut-être, de reproduire des attaques chimiques, voire des attaques nucléaires? La réponse est clairement non. Il serait souhaitable que le Conseil de sécurité de l'ONU se prononce. Nous savons que ce ne sera pas le cas, puisque depuis plus de 2 ans, certains pays s'opposent à ce que des mesures fortes soient prises à l'égard de la Syrie. Et donc, la responsabilité de la France, je dis bien de la France, c'est de convaincre au niveau européen, au niveau international, et de faire en sorte que la coalition la plus large possible se rassemble. C'est ça la légitimité dont nous avons besoin pour agir. Agir, c'est-à-dire marquer que nous n'acceptons pas que des frappes chimiques puissent intervenir. Ça, c'est le devoir moral. Ce n'est pas simplement un devoir moral, c'est un devoir politique. Mais je vous disais, politiquement, est-ce qu'on peut se passer du Parlement et de, j'allais dire, de l'onction parlementaire des représentants de la nation française? C'est le président de la République qui déterminera la manière dont il s'adresse aux Français et dont il saisit le Parlement. Aujourd'hui, le travail qui se fait, c'est celui de la constitution de la coalition la plus large possible au niveau international. Il s'agit aussi de convaincre au niveau international et d'avoir une action forte. Il y a eu un débat hier à l'Assemblée nationale et au Sénat, où les orientations de la politique française ont été présentées. Le président l'a dit, il n'y a pas de tabou sur la question du vote du Parlement, mais la Constitution donne au président de la République la décision de saisir ou pas le Parlement. Il lui appartiendra de prendre sa décision le moment venu. Louis Dauphren, sur cette question de la Syrie et de Radio Notre-Dame. On a l'impression que le Palais Bourbon est au Capitole, qu'on attend en fait le vote du Congrès et que tout se joue là-bas. Non, tout ne se joue pas là-bas. Le président de la République l'a dit. La France ne laissera pas faire.
la France ne peut agir seule, à l'évidence. Et donc aujourd'hui, la diplomatie française est engagée pour rassembler au niveau international. Des discussions ont lieu et auront encore lieu dans les jours qui viennent. Mais si les Américains il serait souhaitable que les Américains et que le Congrès américain marquent sa détermination, mais nous aviserons le moment venu. Et dans l'hypothèse où il n'y va pas. Moi, je ne construis pas des châteaux sur des hypothèses dont on ne sait pas si elles se réalisent. Encore une fois, il ne me paraît pas possible de laisser faire. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas eu de vote au Parlement ne grille pas une porte de sortie pour l'exécutif ? Parce que d'une certaine façon, ça aurait pu être une possibilité pour François Hollande de dire le Parlement a voté contre, je n'y vais pas et finalement je sors par le haut. Mais quelle conception de la politique est-ce que cela serait ? Le président de la République assume ses responsabilités. Il dit ce qui lui paraît devoir être le rôle de la France. Et la France a un rôle à jouer au niveau international. C'est une puissance importante, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Se réfugier derrière un vote qu'on souhaiterait donc négatif pour pouvoir ne pas agir. Si nous pensions qu'il ne faut pas agir, nous n'aurions pas besoin du Parlement pour le dire. Nous dirions qu'il ne faut pas intervenir. Là, le président de la République l'a dit avec fermeté, et c'est la fermeté que l'on attend de lui. On ne peut pas laisser impunis ces crimes abominables, encore une fois parce qu'ils sont abominables, mais parce que ne pas les punir, c'est ouvrir la porte à de nouveaux massacres, qu'ils soient chimiques ou qu'ils soient nucléaires. Et nous savons que cette région est une région extrêmement sensible sur le plan de la dissémination des armes nucléaires et chimiques. Alors nous allons parler des retraites, puisque vous êtes quand même en charge de ce dossier. Et j'allais dire que vous assurez aussi le service après-vente. Oui. On a envie d'avoir quelques explications. Vous nous avez présenté une réforme qui ne change pas fondamentalement le système, qui, j'ai l'impression pour l'instant, passe à peu près dans l'opinion. Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle sera durable? Alors que vous vouliez une réforme durable, on a l'impression que sans changer fondamentalement les choses, ça reste encore un peu fragile. Mais pourquoi faudrait-il tout bouleverser pour assurer la pérennité de nos systèmes de retraite? Vous l'avez dit, l'enjeu de cette réforme, c'est quoi? C'est d'apporter de la confiance dans le fait que le jour venu, chacun de nos concitoyens pourra compter sur une retraite versée par le pays, par la solidarité nationale. Si vous interrogez aujourd'hui un jeune, 30, 35 années par exemple, vous entendez qu'il s'interroge. Il se dit aujourd'hui, je contribue pour les régimes de retraite, mais demain, quand viendra mon tour, est-ce que je pourrais vraiment compter sur la solidarité nationale? Eh bien, pour cela, j'ai préparé une réforme que le gouvernement est en train de porter au Conseil d'État et soumet aux caisses de la sécurité sociale pour avoir leur avis. Une réforme qui dit quoi? Qui dit nous devons nous inscrire dans la durée. L'horizon de la réforme, c'est 2035-2040 et pas les quelques années qui viennent, comme l'avait fait la droite. Nous assurons la lisibilité de nos dispositifs, l'allongement de la durée de cotisation, qui est nécessaire puisque nous vivons plus longtemps, n'interviendra qu'après 2020 et selon un rythme connu, un trimestre de plus tous les 3 ans. Nous apportons de la stabilité en créant un comité de surveillance qui, année après année, fera des recommandations au cas où la conjoncture ne serait pas bonne. Et donc quand on me dit, mais qu'est-ce qui vous permet d'assurer que, contrairement à ce qui s'est passé, eh bien la réforme résistera plus que quelques années? Je réponds, nous mettons en place les mesures nécessaires et surtout nous créons un dispositif de pilotage qui interdira au gouvernement futur de se désintéresser d'éventuelles situations difficiles. Une première question de Bernard Gors de La Croix sur la réforme des retraites. Oui, alors réforme durable et réforme juste. Vous avez beaucoup dit que cette réforme était juste. Alors pourquoi ne vous êtes-vous pas aussi attaqué à la question des régimes spéciaux? Pourquoi on entend dire maintenant que les cotisations des fonctionnaires, l'augmentation de cotisations des fonctionnaires est reportée de 2014 à 2017? Pourquoi cette impression de poids de mesure? C'est une impression fausse. Il n'y a pas de poids de mesure. Cette réforme, elle repose en termes d'efforts demandés aux Français sur une augmentation limitée des cotisations
à partir de l'année prochaine. Ça représentera 2,15 € pour quelqu'un qui est au SMIC, 3 € pour quelqu'un qui a un salaire de 2 000 €. On voit donc que l'effort est réel, mais mesuré. Et puis, allongement de la durée de cotisation. Ces deux efforts, ils seront également demandés aux fonctionnaires ou aux salariés des régimes spéciaux. Il ne s'agit pas de dire qu'il y aurait des hommes, des femmes qui, de par leur statut, seraient, à l'écart des efforts nécessaires. Mais ça n'est pas en opposant les uns aux autres que l'on avancera. Il y a aujourd'hui un processus de convergence qui est engagé entre le privé, le public et les régimes spéciaux, notamment pour ce qui est de la durée de cotisation. Ce processus arrive à son terme en 2017. Il faut que ce processus arrive à son terme, mais la réforme qui est mise en place, elle concerne tout le monde. Les fonctionnaires aussi. Et les fonctionnaires, évidemment, comme l'ensemble des salariés. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, dans la fonction publique, vous avez des mesures qui permettent de prendre en compte la pénibilité. C'est ce qu'on appelle les catégories actives. Il y a donc des fonctionnaires qui ont des avantages en termes de retraite parce que leur métier est considéré comme un peu ou plus pénible. Ça n'existe pas dans le privé. Nous mettons en place un compte individuel pénibilité qui va permettre aux salariés du privé de bénéficier soit de formation, soit de retraite progressive, soit de retraite anticipée s'ils sont exposés à des situations de pénibilité. On le voit dans ce cas très précis, on permet aux salariés du privé d'avoir de meilleures conditions de travail. Romain Mazenot de RCF, une question. Est-ce qu'un jour il ne faudra pas en venir à une réforme structurelle avec un régime par points comme cela existe dans d'autres pays en Europe? Mais pourquoi c'est trop compliqué à mettre en œuvre? Non mais pourquoi? Quel est l'intérêt de la mise en place de ce dispositif par points? Il n'y a pas un seul régime de retraite qui soit intéressant et valide. Il y a divers systèmes de retraite. Ce qui compte, c'est de garantir que chacun, en fonction de l'effort de travail qu'il met en place, aura une retraite à peu près équivalente et de simplifier le plus possible pour les Français le système de retraite. C'est vrai que notre système est un peu compliqué. Dans cette réforme, nous engageons la simplification. Il y aura un guichet unique, en quelque sorte, qui permettra, quelle que soit la carrière professionnelle que l'on a eue, d'avoir toutes les informations sur le niveau de la retraite que l'on pourra avoir et le jour où on devra partir, où on doit partir, de faire une seule demande pour la retraite de base et la retraite complémentaire. Donc la simplification, qui est le grand atout du système par points, la simplification, elle est en marche. Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Marisol Touraine, la gauche, c'est la justice sociale. Aujourd'hui, si je comprends bien le système, il consiste à prendre beaucoup aux uns pour donner plus à d'autres. Si on regarde les régimes spéciaux dont parlait Bernard à l'instant, moi j'ai regardé les chiffres de l'INSEE. Dans le public, la retraite est en moyenne supérieure de 41% à celle du privé. 20 milliards sont prélevés sur les contribuables pour payer les régimes spéciaux. Les régimes spéciaux, ça c'est 10 milliards alors qu'ils cotisent pour 5 milliards. Donc il y a une inégalité quand même foncière. Vous dites qu'il n'y a pas de raison de confronter les statuts, mais il y a quand même là une forme d'injustice aujourd'hui. Il y a une diversité. Il y a une diversité. Il y a une diversité. Non, il y a une diversité de statuts. Il y a 37 régimes en France. Le régime des médecins est un régime autonome. La Banque de France est un régime autonome. Il se trouve que notre système s'est construit de cette façon-là. Les salariés des régimes spéciaux représentent moins de 2% des départs en retraite chaque année. Dans la fonction publique, on le sait, le niveau de retraite est à peu près équivalent à celui du privé pour une raison simple qui est que dans la rémunération des fonctionnaires, il y a très souvent une prime et cette prime ne compte pas pour le calcul de la retraite. Et donc, quand vous comparez le niveau de la retraite par rapport au dernier salaire dans le privé et dans le public, on s'aperçoit qu'on arrive à des résultats tout à fait comparables. Et donc, il n'y a pas d'inégalité. La volonté de cette réforme, elle est véritablement de faire en sorte que les conditions de travail
l'évolution des parcours professionnels soit prise en compte pour le moment de du départ en retraite. Et ça, c'est un bouleversement. Au lieu de dire simplement tout le monde part dans les mêmes conditions, à tel âge ou après telle durée de cotisation, eh bien, nous disons, prenons en compte le fait qu'on a travaillé à temps partiel, par exemple, ou pas, ce qui pénalise les femmes, qui sont celles qui, à 80%, occupent des emplois à temps partiel. Prenons en compte la pénibilité éventuelle des emplois et donc adaptons les conditions de départ en retraite pour tenir compte des conditions de travail. On le sait, nous ne sommes pas égaux face à l'espérance de vie et cette injustice-là, nous voulons la compenser. Parce qu'on ne peut pas complètement la réparer, la compenser un peu par les conditions de départ en retraite améliorées que nous proposons. Marisol Touraine, une question tout de même. Vous venez parler de la pénibilité. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de surenchère sur ce thème-là, que tout le monde trouve que son travail est pénible? Je sais bien que les syndicats se sont mis d'accord sur une dizaine de critères, mais ça y est, il va y avoir, pour l'instant, c'est la pénibilité physique, mais le stress n'est pas pris en compte. Vous ne risquez pas d'avoir une surenchère sur ce thème? Je comprends bien cet argument, et je l'entends d'ailleurs. Chacun, peut-être même chacun d'entre nous, se dit à certains moments que son travail est un peu pénible. Il y a, au fond, un critère, qui est celui de savoir si les conditions de travail pèsent sur l'espérance de vie. Or, des études existent qui ont été prises en compte par les organisations syndicales et par le patronat. Je veux insister sur ce point puisqu'il y a eu un accord entre syndicats et patronat sur les critères de la pénibilité. Ce sont donc ces critères que nous reprenons et qui vont être appliqués. Pour le reste, il ne s'agit pas de nier qu'il y a des efforts à réaliser, que des entreprises d'ailleurs ont engagés, pour améliorer les conditions de travail, en particulier pour ce qui est du stress. On ne peut pas se satisfaire que certaines conditions de travail aboutissent à des situations de stress extrême pour les salariés. Mais on voit bien que ça n'est pas en attendant le moment de la retraite que l'on peut régler cela, que c'est en réorganisant les conditions de travail, et il faut inciter les entreprises à poursuivre dans cette voie. Romain Mazneau, RCF. Donc le compte pénibilité, il va voir le jour en 2015, c'est ça? C'est bien ça, hein, c'est oui, le compte pénibilité s'ouvrira le 1er janvier 2015. C'est un travail très, très lourd, donc nous allons le mettre en place pendant l'année 2014. Les entreprises vont être mises à contribution une nouvelle fois. Le président du MEDEF, Pierre Gattaz, réclame une compensation sur ce point. Qu'est-ce que vous lui répondez? La question, la prise en compte de la pénibilité suppose que les entreprises s'engagent, parce que c'est aussi une façon de les inciter à réorganiser, dans les cas où c'est nécessaire, leur organisation du travail, les conditions de travail pour faciliter le travail de leurs salariés. Donc, mettre en place un compte pénibilité auquel les entreprises ne contribueraient pas, ça reviendrait à engager ce qui s'est fait il y a quelques années, des départs massifs en pré-retraite, puisque les entreprises auraient intérêt à ce moment-là à déclarer leurs salariés comme travaillant dans des conditions pénibles pour pouvoir faciliter le renouvellement de leurs employés. Donc évidemment, ça n'est pas envisageable. Donc pas de compensation. Ouais. Les entreprises contribueront au compte pénibilité, mais vous l'avez dit vous-même, ouverture au 1er janvier 2015, il faut le temps de le créer, ce compte, et donc les premiers salariés qui pourront en bénéficier le feront au cours de l'année 2016. Il n'y aura donc pas de financement de ce compte avant 2016. Bernard Gors, une question. Oui, juste sur ce point encore, je crois que les estimations, ou les prévisions, c'est un salarié sur 5 qui pourrait bénéficier de ce compte pénibilité. Je rejoins la question de Dominique tout à l'heure. Est-ce que là, on n'est pas en train quand même d'ouvrir quelque chose qui va à terme dépasser vos propres prévisions? Ce compte, il va être construit de manière à ce que les critères soient très précis, et nous informerons les entreprises, les branches, de la manière de tenir compte de ces critères. Un salarié sur 5, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque année, il y aura environ un salarié sur 5 qui sera inscrit sur ce compte. Mais ce salarié, il va accumuler des points, et avec ces points, il pourra choisir, et nous l'y inciterons, de se former, de se réorienter, d'aller vers de nouveaux
de nouveaux emplois. Nous n'incitons pas nécessairement à partir en retraite de manière anticipée. Et ça, c'est quelque chose sur quoi je veux insister. La pénibilité, ce n'est pas simplement des années gagner pour la retraite, ça peut l'être, mais c'est surtout la possibilité donnée de se former et de se réorienter. Les premiers points seront obligatoirement d'ailleurs, je crois, consacrés plutôt à la formation. Les premiers points devront, pour ne pas être perdus, être consacrés à la formation. Évidemment, ça ne vaut pas pour les salariés qui sont sur le point de partir en retraite, puisque eux n'ont pas intérêt à se former, mais bien à bénéficier d'une retraite progressive, par exemple, ou d'une retraite anticipée. Merci Marisol Touraine. Nous marquons une première pause dans ce Face aux chrétiens et nous nous retrouvons dans un court instant. Retour sur ce plateau de KTO pour le Face aux chrétiens avec la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine. Elle est interrogée par Bernard Gors de La Croix, par Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF. Alors, Madame la ministre, nous avons parlé longuement déjà des retraites, mais on n'a pas beaucoup abordé l'aspect financement. Je voudrais d'abord vous poser une question sur le cafouillage qu'il y a eu cette semaine concernant le minimum vieillesse. Oui ou non, ce minimum vieillesse, pour les personnes qui touchent donc très peu lorsqu'elles sont âgées, oui ou non, ce minimum sera-t-il réévalué au mois d'avril? Il sera réévalué au mois d'avril. Je l'ai dit très clairement. Il ne s'agit pas que les personnes qui ont la pension de base, la plus faible, soient concernées par le report de la revalorisation des retraites du 1er avril au 1er octobre qui a été décidé. C'est la contribution qui est demandée aux retraités dans l'effort national nécessaire pour garantir l'avenir de nos systèmes de retraite. C'est un effort, là encore, qui est mesuré. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y aura pas de revalorisation des retraites, simplement qu'elle interviendra un peu plus tard, mais ensuite, évidemment, elle aura lieu chaque année comme c'est prévu. Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Moi, j'aurais voulu revenir aussi sur des points. Je ne sais pas si on peut se donner quelques libertés sur le financement. Mais bien sûr. Ce n'est pas un sujet que je maîtrise forcément très bien. Si j'essaie de suivre votre propos, Marisol Touraine, j'ai l'impression que c'est le privé en fait, qui va supporter l'essentiel de l'effort, sur la pénibilité en particulier, et que ce qui relève de l'effort que pourraient fournir les fonctionnaires, la fonction publique, ça reste extrêmement mesuré. J'ai l'impression que ça porte aussi bien, tout l'effort est reporté, j'ai l'impression que c'est de la volonté du gouvernement sur les familles et sur le privé. Est-ce que c'est une illusion? Non, je crois que vous évoquez la pénibilité. Le système ne fonctionnera que pour le privé. Ben oui, et donc, oui, mais c'est bien les entreprises qui vont donc contribuer. Oui, puisque ce sont dans leurs entreprises que les salariés sont exposés à de la pénibilité. Il existe des dispositifs dans le public qui sont pris en charge par l'État employeur, c'est-à-dire par le public. Donc, quels sont les efforts qui sont demandés? D'abord, une hausse de cotisation. Les fonctionnaires la feront, auront à s'en acquitter dans le même montant que les salariés du privé. Deuxième effort, les retraités. On va reporter de 6 mois, à l'exception du minimum vieillesse, la revalorisation qui est prévue. Cela vaudra pour les retraités de la fonction publique comme ceux du privé. L'allongement de la durée de cotisation ensuite. Cet allongement de la durée de cotisation, il interviendra au même rythme et dans les mêmes termes pour ceux du public comme ceux du privé. Donc il n'y a pas d'effort particulier ou plus fort demandé au privé. Je rappelle que nos systèmes de retraite distinguent le public, le privé et par ailleurs les organismes complémentaires. Il y a un certain flou qui a suivi la présentation par des comités des besoins de financement qui englobaient l'ensemble des besoins de financement. Il n'appartient pas à l'État de se substituer aux partenaires sociaux pour le financement des organismes complémentaires, mais sinon, nous mettons en place des mécanismes de financement qui vont permettre de financer les régimes du privé et par ailleurs de payer les retraites des fonctionnaires. Le fait qu'on parte en retraite avec son traitement dans la fonction publique, on part en retraite, je crois, avec son dernier traitement. Et dans le privé, avec ses meilleures années. 25, ça, c'est un système auquel on ne touchera jamais. Je ne sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui,
nous disons regardons avec quel montant partent les fonctionnaires et les salariés du privé par rapport à ce qu'était leur rémunération. C'est ce qu'on appelle le taux de remplacement. Or, on s'aperçoit, et d'ailleurs le précédent gouvernement l'avait lui-même reconnu, on s'aperçoit que du fait que les fonctionnaires ont une part de leur rémunération qui comporte des primes qui ne comptent pas, qui sont des primes régulières, tous les mois, qui ne comptent pas dans le calcul de la retraite, on s'aperçoit que par rapport à ce qu'ils touchaient avant, la retraite des fonctionnaires est équivalente à celle qui est versée aux salariés du privé. Une question de Romain Masneau de RCF. Alors en contrepartie de la hausse des cotisations patronales pour financer la réforme, le gouvernement propose d'ouvrir une nouvelle réforme, le financement de la protection sociale. Donc on dit qu'une partie des cotisations familiales serait transférée vers l'impôt. Est-ce que vous avez un autre instrument dans votre boîte à outils que la CSG, une hausse de la CSG ? Et ce sera annoncé. Il n'y aura pas de hausse de la CSG en 2014, cela a été annoncé. Il est bien important de distinguer. Il est bien important de distinguer au fond les deux réformes qui sont engagées. La première, c'est celle des retraites. Cette réforme-là, elle arrive au Parlement dans quelques jours, elle va faire l'objet de débats et elle sera votée avant la fin de l'année. Dans le cadre de cette réforme, les entreprises vont être appelées à une contribution, une augmentation de leurs cotisations comme les salariés. Et puis, à côté de cette réforme des retraites, et depuis déjà quelques temps, s'engage un processus sur le financement de notre modèle social. Et ce processus, il ne s'arrête pas maintenant. C'est ça que je veux dire. Il va s'inscrire dans la durée. Donc en 2014, il y aura un appel au budget de l'État pour compenser la diminution des cotisations famille qui va être consentie aux entreprises. Il va de soi que pour pérenniser ce processus, nous avons besoin d'une réflexion approfondie. Elle est lancée dans le cadre du Haut Conseil. Ça veut dire des baisses de dépenses dans certains postes? Ça peut être des baisses de dépenses auxquelles d'ailleurs contribuent les fonctionnaires, à travers le gel du point d'indice, par exemple. Il y aura donc dans l'équilibre général du budget de l'État des moyens qui seront dégagés pour financer la politique familiale du gouvernement. Bernard Gorce de la Croix. Oui, on a le sentiment quand même que la majorité promet beaucoup à tout le monde. Alors on dit à la fois baisse du coût du travail, on dit à la fois pas d'augmentation de la fiscalité en 2014. L'équation paraît quand même relativement compliquée et personne ne s'y retrouve. Il y aura une pause fiscale pour reprendre la formule du président de la République. En même temps, nous procédons à des augmentations des cotisations, par exemple pour les réformes, et nous l'assumons parce que nous en avons besoin pour financer nos régimes de retraite. Il y a un effort d'économie important qui est engagé et c'est dans le cadre de cette équation très contrainte que nous nous situons. Je pourrais vous parler des économies que j'ai engagées en matière d'assurance maladie qui sont très significatives et qui vont se poursuivre. Et donc, le gouvernement est fortement attaché à la fois à la réduction des dépenses, à avoir des prélèvements qui sont strictement nécessaires par rapport aux besoins et évidemment une politique de soutien aux entreprises si nous voulons favoriser le retour de la croissance. Romain Masneau de RCF. L'Élysée a reconnu qu'il y avait des points à préciser encore sur cette réforme. Alors, sur quel point êtes-vous prêt à faire des concessions aux syndicats qui vont se mobiliser mardi prochain? L'architecture de la réforme, elle est parfaitement connu et identifié. Le texte a été transmis, le texte définitif a été transmis pour, disons, les avis nécessaires. Le débat va s'engager et tout débat peut éventuellement permettre de faire des modifications. Je n'imagine pas que le texte sorte inchangé ou totalement inchangé du Parlement, mais j'insiste, c'est une réforme globale, cohérente, et dont la cohérence réside à la fois dans la mise en place de mesures pour le financement dans les prochaines années, dans l'anticipation de l'allongement de la durée de cotisation et dans la mise en place résolue d'un système pour la pénibilité pour les femmes. C'est évidemment dans la cohérence globale que réside notre réforme et il faut veiller à ne pas déséquilibrer ce qui poserait des difficultés. Une question de la Croix avec Bernard Gorce. Oui, les familles paraissent quand même particulièrement mises à contribution pour
cet effort. Je rappelle, il y a eu le plafonnement du quotient familial. Dans la réforme des retraites, il y a la fiscalisation, la revalorisation pour les parents de 3 enfants. Il y a évoqué aussi la possibilité maintenant de revenir sur les enfants scolarisés qui permettaient les déductions fiscales. Donc on apprend même aujourd'hui que ça serait étendu aux étudiants. Est-ce que vous confirmez cette information? Est-ce que là, il n'y a pas quand même un matraquage du côté des familles? Il n'y a pas de matraquage de qui que ce soit. Chacun doit apporter une contribution à l'effort national qui aujourd'hui est demandé. Nous sommes dans une situation difficile et nous l'avons dit, et je l'ai dit moi-même à plusieurs reprises. Notre modèle social, ça fait partie de notre patrimoine, de l'ADN de notre pays. Si nous voulons maintenir, préserver ce système social, qui est un système très protecteur, nous devons faire en sorte de l'adapter, y compris en matière familiale. Et nous l'avons fait en faisant en sorte que chacun continue à bénéficier des allocations familiales, par exemple, mais en permettant que l'on réponde de façon plus attentive, plus forte aux besoins nouveaux des familles. Parce qu'aujourd'hui, il y a une réalité qui est une réalité très forte, c'est que les femmes travaillent, ce qui n'était pas le cas lorsque les politiques familiales se sont installées. Et donc, une politique familiale, c'est à la fois des allocations, des aides fiscales qui doivent être évidemment modulées pour qu'elles soient justes et des places de crèche, des places d'accueil pour les enfants. Donc il n'y a pas de matraquage des familles, il y a une réorientation de la politique familiale en direction des besoins qui s'expriment de façon forte. Besoin de toutes les familles d'un côté, mais besoin aussi de mieux répondre à la nécessité de concilier vie professionnelle et vie familiale. Oui, mais la suppression de la réduction pour les enfants, la réduction d'impôt pour les enfants scolarisés et les étudiants, vous la confirmez ou pas? Les discussions sont en cours. Aujourd'hui, le budget n'est pas bouclé, il sera présenté à la fin du mois. Donc il y a encore le temps du travail qui se fait et nous verrons bien ce que sont les propositions. Mais dans le cadre de ce budget, en tout cas, il y aura l'inscription des mesures qui ont été annoncées il y a quelques mois et qui concerne les familles avec l'aménagement du quotient familial, mais aussi des mesures qui permettront de créer des places de crèche et d'aider davantage les familles qui en ont le plus besoin, en particulier les femmes seules avec enfants et les familles nombreuses avec des revenus modestes. Louis Dauphren. Il y a Radio Notre-Dame. Des tendances de fond qu'on peut observer. J'aimerais que vous puissiez nous dire ce que vous pensez de l'équation, comment maintenir l'équation. On observe aujourd'hui, il y a des classes d'ingénieurs entières qui partent à l'étranger, parce que la France est un pays qu'ils estiment aujourd'hui déclassé, donc ils vont aux États-Unis, l'avenir est à l'étranger. Vous interrogez les grands patrons, ah oui, les Français, les jeunes Français, il faut qu'ils partent. Aujourd'hui, on a un sentiment de sauve qui peut pour les gens qui ont un certain bagage intellectuel. Et puis de l'autre côté, on a des populations qui arrivent de pays déshérités, 14% de naturalisation en plus avec des droits qui vont nécessairement s'ouvrir. Comment est-ce que vous allez faire des personnes, des forces vives qui s'en vont, et des personnes qui arrivent avec les espoirs de pouvoir toucher au modèle social français? Comment vous allez maintenir longtemps l'équilibre? Je suis étonnée que vous assimiliez les naturalisations à l'arrivée de flux migratoires de personnes déshéritées. Ce sont des hommes, des femmes qui s'intègrent dans la société française et la République française a toujours accueilli des hommes et des femmes qui venaient d'ailleurs. On est français parce qu'on adhère aux valeurs du modèle français, on n'est pas français par donc le sang. Le monde entier peut devenir français en fait. Le monde entier peut potentiellement devenir français, si ce n'est qu'il y a des limites. L'invasion, je vous laisse le mot. Non, il y a des limites évidemment géographiques et nous n'accueillons pas tous ceux qui demandent à venir sur notre sol. En revanche, quelqu'un qui reste durablement et qui souhaite devenir français, c'est-à-dire en respecter les règles, c'est légitime de vouloir français. C'est l'équation. Comment vous la tenez? Mais d'abord, je conteste les 2 points que vous dites, c'est-à-dire il n'y a pas un exode massif des cerveaux ou des jeunes générations. On le constate par rapport aux 10 dernières années. Il y a régulièrement des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, qui vont s'installer à l'étranger. Et moi, pour ma part, je ne rencontre pas de patrons qui disent qu'ils incitent les jeunes à partir à l'extérieur. Pour autant, nous devons faire en sorte que l'innovation, la prise de risque, la reconnaissance de la valeur et des qualités de chacun soient évidemment au rendez-vous.
nous avons un pays dans lequel il faut investir et innover. Mais il n'y a pas, si vous voulez, d'un côté les forces vives qui s'en vont et de l'autre les miséreux qui viennent et qu'il faut prendre en charge. Nous avons un modèle social que nous devons adapter, mais aussi adapter pour les classes moyennes. J'insiste sur ce point, le modèle social français, il n'est pas fait pour les pauvres, il est fait pour tous les Français. Nous marquons une nouvelle pause dans ce Face aux chrétiens et dans un court instant, nous retrouverons Marisol Touraine face aux 3 journalistes. Retour sur ce plateau de KTO pour la suite du Face aux chrétiens. Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, est interrogée par Bernard Gorge de la Croix, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF. Nous allons parler maintenant de la santé. Alors Madame la ministre, vous vous êtes attaquée à une question cruciale, d'autant plus cruciale que dans votre région, la région Centre, c'est un problème réel, celui des déserts médicaux. Parce qu'il y a des régions où on ne trouve plus de médecins. Alors vous avez proposé à des jeunes médecins de s'installer à la campagne et vous leur assurez un revenu net de 3 600 €. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que vous avez de bons échos? Oui, j'ai de très bons échos de la part des jeunes médecins. Le premier contrat a été signé il y a 2 jours et pas dans une campagne, dans une banlieue ou une ville un peu plus difficile, en région parisienne. Il ne s'agit pas d'isoler cette mesure par rapport à d'autres. Il n'y a pas, je le dis, une mesure miracle qui, à elle seule, permet de résoudre cette réalité qui est que dans certains secteurs, on peine à trouver des médecins, alors même que, j'insiste sur ce point, au niveau national et global, nous n'avons jamais eu autant de médecins. Simplement, ils se concentrent dans les centres-villes en général, ce qui aboutit à ce que dans ma région, par exemple, dans le Cher, dans l'Indre ou dans mon propre département, dans le sud ou le nord-ouest de l'Indre-et-Loire, on a des difficultés pour trouver un médecin ou pour avoir un rendez-vous dans un délai acceptable. Donc c'est un ensemble de mesures qu'il faut mettre en place et qui, au fond, repose sur la nécessité de mieux répondre aux attentes des jeunes professionnels. Les jeunes médecins, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent « je ne veux plus être tout seul dans mon cabinet, je veux pouvoir échanger ». Avec des infirmières, des kinés, d'autres médecins. Et je veux pouvoir travailler aussi avec l'hôpital, avec des associations. Et donc j'ai proposé un plan, un pacte territoire santé qui soutient les lieux, les pôles de santé avec plusieurs professionnels. Il y a des rémunérations spécifiques qui sont à destination de ces maisons de santé. Il y en a aujourd'hui pas loin de 300. 300 sont en cours d'élaboration, donc on voit qu'il y a un mouvement très fort qui s'est engagé au cours des derniers mois. Les jeunes médecins souhaitent également avoir des garanties, et c'est pour cela que pendant 2 ans, et 2 ans seulement, je leur garantis un revenu minimum, ce qui leur permet, au moment où ils s'installent, d'être rassurés. Il ne s'agit pas de dire qu'ils ne peuvent pas gagner plus, il s'agit de dire simplement, voilà, au moment de l'installation, qui est le moment de fragilité, eh bien, je vous soutiens. C'est une rémunération équivalente à celle d'un praticien hospitalier lorsqu'il commence sa carrière. Romain Masneau de RCF, une question. Après la forte mobilisation des opposants au mariage homosexuel que François Hollande n'avait visiblement pas anticipé, on a l'impression qu'il veut un peu temporiser sur les questions de société, qu'il veut se concentrer plus sur le social que sur le sociétal. Et pourtant, il a annoncé une loi sur la fin de vie. Alors, quand est-ce que ça aura lieu? Est-ce que ce sera bien avant la fin de l'année? Et est-ce que ça va bouleverser les équilibres de la loi Leonetti qui avait trouvé un certain équilibre jugé positivement par beaucoup de professionnels et beaucoup de Français? La loi Leonetti a marqué un progrès indéniable. Et aujourd'hui, nous savons que les soins palliatifs sont encore insuffisamment développés, notamment pour les personnes qui souhaitent mourir à domicile, chez elles, et ne pas aller à l'hôpital. Nous savons que l'expression de la volonté
des Français au regard de la fin de leur vie n'est pas suffisamment prise en compte. Ce qu'on appelle les directives anticipées sont mal organisées. Un rapport a été remis au président de la République à la suite d'une mission menée par le professeur Sicard. Le comité consultatif national d'éthique a été saisi qui a conclu à la nécessité d'un grand débat. Ce débat va avoir lieu. Il va avoir lieu sur quoi? Notamment sur les conditions dans lesquelles une personne qui souhaite pouvoir abréger sa vie parce qu'elle est malade, parce qu'elle est confrontée à une fin de vie qu'elle ne souhaite pas vivre dans ces conditions-là. Et donc, un débat doit avoir lieu. Dans quelles conditions est-ce qu'il y aura des est-ce que cela peut avoir lieu? Il y aura des états généraux au sens de la loi bioéthique qui vont se tenir, et c'est au terme de ce processus qu'une loi sera présentée. Il y a aujourd'hui un accord pour dire que la loi Leonetti, qui a marqué un progrès, aujourd'hui ne suffit pas à répondre à l'ensemble des situations. Et donc, moi, je souhaite que ce débat puisse avoir lieu dans un contexte ou dans un climat dépassionné. Ce qui est important, c'est de mieux répondre aux besoins et aux attentes des personnes malades. Votre opinion à vous sur l'euthanasie et sur le suicide assisté? Une question, sur l'euthanasie. Quelle est votre position personnelle? Le débat va avoir lieu. Moi, j'ai dit à plusieurs reprises que la loi Leonetti aujourd'hui ne suffit pas et que l'expression de la volonté d'hommes et de femmes de pouvoir vivre leurs derniers moments de façon digne et conformément à leurs attentes doit être entendue. J'entends, pour ma part, les réserves notamment du corps médical, qui ne souhaite pas pouvoir, ne pas avoir à pratiquer, entre guillemets, des euthanasies. Et donc, c'est vrai que la démarche qui consiste à réfléchir aux conditions qui doivent être strictes, dans lesquelles quelqu'un pourrait être amené à interrompre lui-même sa vie, cette réflexion-là, elle doit pouvoir se tenir de manière sereine, et sans précipitation, je le dis, sans précipitation. Je reviens sur les états généraux. Qui pourra y participer? Jusqu'à présent, on ne le sait pas très bien. Non, mais c'est le comité national consultatif d'éthique qui va engager ce processus, et il faut que le débat soit le plus large possible. Ça va concerner qui? Quelle personne? Les Français. Mais n'importe quel Français pourra participer. Vous savez, des débats doivent pouvoir se tenir avec les Français. Le professeur Sicard, d'ailleurs, a tenu des débats dans 8 régions, si ma mémoire est bonne, auxquels des citoyens pouvaient être associés et pouvaient s'associer. C'est la parole des Français, d'ailleurs, qui a été entendue dans ces débats-là. Bernard Gors, La Croix. L'efficacité du système de santé français est pointée du doigt, avec notamment d'un côté le système hospitalier, de l'autre la médecine libérale et la prise en charge finalement, le suivi des patients qui pâtit de cette dualité. Est-ce que vous allez vous attaquer à ce problème? Jean-Marc Ayrault a semblé dire que ce serait un des chantiers du gouvernement. Oui, je vais dans quelques jours, peu de temps, annoncer les grandes orientations de ce que le Premier ministre a appelé la stratégie nationale de santé et dont il a défini le cadre dans un discours à Grenoble au mois de février dernier. Quels sont les sujets auxquels nous devons nous atteler? Le premier, c'est que nous sommes dans un pays dans lequel la prévention est insuffisamment valorisée. Or, nous avons, vous l'avez dit, un système de santé très remarquable, dont l'excellence n'est contestée par personne, mais qui pourtant aboutit à ce que les inégalités face à la santé restent fortes. Donc un système qui globalement est très remarquable, mais qui individuellement se traduit par des inégalités fortes. L'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre reste de 7 ans. La différence d'espérance de vie reste de 7 ans, ce qui est à 30 ans, ce qui est évidemment insupportable dans notre pays. On sait que nous ne sommes pas égaux face au dépistage, face à la prévention. Donc renforcer la prévention, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est que avec le vieillissement de la population, avec l'apparition de maladies chroniques, le cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires, il faut pouvoir suivre les personnes qui sont atteintes de ces maladies en ville, à l'hôpital, et donc mieux coordonner les professionnels, c'est le second objectif. Et puis le troisième objectif, c'est celui de l'égalité d'accès aux soins, faire en sorte qu'il n'y ait pas de barrière d'argent
dans l'accès aux soins. C'est pour cela que je me suis fortement mobilisée contre les dépassements d'honoraires, en tout cas pour limiter les dépassements d'honoraires. Et je suis satisfaite de voir que pour la première année, les dépassements d'honoraires ont reculé, ce qui est un progrès. Mais j'ai aussi la volonté, comme l'a souhaité le président de la République, de faire en sorte que chacun puisse disposer d'une complémentaire santé de bonne qualité. Mais comment peut-on donner plus de place aux malades, puisque c'est ça, j'allais dire, la philosophie, plus de place aux malades dans une politique de la santé? Donner plus de place aux malades ou aux patients, parce qu'il n'est d'ailleurs pas toujours malade, même s'il l'est souvent. Cela passe aussi par le développement de la démocratie sanitaire, et c'est un sujet qui me tient à cœur. Développer les lieux où les patients peuvent se faire entendre, dans les hôpitaux notamment, mais pas uniquement. S'assurer que les droits dont disposent les malades sont respectés. Chaque malade peut normalement avoir accès à son dossier. Ça n'est pas toujours respecté, ou c'est inégalement respecté selon les structures. L'accès à l'information, vous avez raison, le développement de la démocratie sanitaire, avec par exemple l'ouverture de la possibilité d'action de groupe pour les patients, fera partie des mesures qui seront présentées dans cette stratégie nationale de santé. Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Juste un mot sur l'euthanasie. Est-ce que vous avez tiré les enseignements des expériences belges, néerlandaises dans le débat qui va venir? Bien sûr, le débat devra tenir compte de ces expériences. Je crois que nous devons réfléchir à des évolutions qui répondent aux attentes de nos concitoyens et qui, en même temps, soit évidemment très protectrice. On ne peut pas prendre des mesures comme cela à la légère. Ce sont des sujets fondamentaux. Vous estimez qu'ils les ont prises à la légère? Non, je ne dis pas qu'ils les ont pris à la légère. Nous ne pouvons pas les prendre sans regarder les enseignements qu'il y a à tirer des expériences dans les pays voisins. Romain Masneau de RCF. Depuis cet été, en application d'une directive européenne, quelques 4000 médicaments sont disponibles sur Internet, sans ordonnance. Il y a plusieurs plaintes qui ont été déposées contre des sites Internet falsifiés, des faux sites Internet. Est-ce que vous ne faites pas courir des risques sur la santé des Français? J'ai tout de suite indiqué qu'il fallait être extrêmement vigilant pour ce qui était de l'achat de médicaments sur Internet. Pourquoi peut-on maintenant, en France, acheter des médicaments sur Internet? Parce qu'une directive européenne l'impose. J'ai souhaité restreindre le plus possible les médicaments que l'on peut acheter sur Internet. J'avais établi une première liste qui a été jugée par le Conseil d'État comme trop restrictive. C'est donc les médicaments vendus sans ordonnance que l'on peut acheter sur Internet. Mais j'ai mis des verrous. Ces verrous, c'est qu'il faut qu'il y ait une pharmacie physique qui corresponde au site. Ces sites sont labellisés par le ministère, on en trouve la liste, notamment sur le site du ministère de la Santé, et seuls les médicaments sans ordonnance peuvent être vendus de cette façon-là. Moi, j'appelle les Français à être très attentifs, à s'assurer que là où ils vont acheter leurs médicaments, ce sont bien des sites qui sont labellisés, parce que la contrefaçon de médicaments sur Internet est extrêmement importante. J'ai d'ailleurs engagé des poursuites à l'encontre de certains sites qui sont des sites frauduleux, et j'ai mobilisé les organismes compétents pour faire la chasse, si vous me passez cette expression un peu triviale, la chasse aux sites frauduleux. Bernard Gorge de la Croix. Une loi sur la famille est en préparation. Beaucoup de parlementaires socialistes apparemment souhaitent que les débats qui auront lieu au Parlement sans doute début janvier, sur le début 2014 sur le sujet, soient l'occasion de réintroduire la question de la PMA, la procréation médicalement assistée. Est-ce que, à votre avis, c'est effectivement le moment, l'opportunité, le lieu pour le faire? Nous verrons ce que sont les débats qui vont avoir lieu pour la préparation de ce texte, auquel travaille en particulier Dominique Bertinotti, la ministre déléguée auprès de moi à la famille. La PMA est un sujet qui ne doit pas
diviser, qui ne doit pas provoquer de crispation. Est-ce le moment de réintroduire ce sujet alors même que la loi sur la famille portera sur des questions très différentes, par exemple l'adoption ou la définition des droits familiaux? Je n'en suis pour ma part pas certaine. Je crois que la perspective de l'extension de ce droit de PMA à l'ensemble des couples peut être évoquée, elle peut être un enjeu pour certains. Je ne suis pas certaine qu'elle trouve sa place dans cette loi. C'est un sujet à part entière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui pose des questions d'éthique ou de bioéthique, alors même que les autres sujets qui seront traités dans la loi famille n'en posent pas. Donc je ne suis pas certaine que cette loi soit le meilleur endroit pour évoquer ces débats. Eh bien, merci beaucoup, Marisol Touraine. Merci à vous trois, les journalistes, et merci à vous, téléspectateurs et auditeurs de cette émission Face aux chrétiens. Si vous l'avez pris en chemin, en route, vous pouvez le retrouver sur les sites de La Croix, de Radio Notre-Dame et de RCF. Et bien évidemment, rendez-vous la semaine prochaine, même tarif, même heure, avec un autre invité, Jean-Pierre Raffarin.